Voilà, on va poursuivre les entretiens du Phénix avec un nouvel invité, Roger Grattalou, bonjour. On va parler d'un livre que vous venez de publier, qui est sorti tout récemment, Les Français de la Gestapo dans la Loire. C'est pas un sujet particulièrement comique qu'on va aborder ensemble. Quel est l'éditeur qui a sorti cet ouvrage ? C'est une édition évidemment locale, ce sont les actes graphiques, là, avec son directeur Benoît Aubin. C'est pratiquement, à mon sens, une des rares maisons d'édition qui doit subsister dans la Loire. Il y a les éditions de Phénicie, dont on aura l'occasion de parler aussi, avec un autre invité. Donc, comment vous êtes venu ? Alors, cette année, c'est le 80e anniversaire du débarquement en Provence. Ça a été le 80e anniversaire de libération de Saint-Étienne. Ça a été célébré dans plusieurs communes de la Loire, y compris Saint-Chamond où nous sommes. Qu'est-ce que vous avez donné l'idée d'enquêter sur des Français qui s'étaient inscrits à la police nazie, donc de la Gestapo. Et ça s'est passé à Saint-Étienne. Et votre livre est très très précis, tant sur l'aspect description des biographies des uns et des autres, et des lieux où se sont passées ces actions sordides. C'est un peu la suite du précédent livre que j'avais écrit sur les procès de la collaboration, en fait. À cette époque-là, les archives de la Seconde Guerre mondiale n'étaient encore pas ouvertes, donc j'étais resté pour certains personnages un peu sur ma faim. Oui. Donc quand ces archives se sont ouvertes en 2015, c'est un peu le trésor de Toutankhamon, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouvait ces personnages, on retrouvait des circonstances, on retrouvait des épisodes totalement méconnus. Donc je me suis lancé dans ce travail, puis petit à petit, pour les Gestapis, je me suis dit que j'avais regardé tellement de dossiers que j'avais une synthèse, que je pouvais faire esquisser au moins, faut pas être prétentieux, mais un portrait robot de ces Français de la collaboration, parce qu'ils ont beaucoup de points communs, en fait. Voilà quelle est l'idée. Alors on avait vu, on sait, même si on n'est pas spécialiste de l'histoire contemporaine, qu'il y avait des gens qui avaient adhéré à des partis qui étaient très pro-allemands, très pro-hitlériens. On connaît le nom de Doriot, d'autres se sont engagés carrément dans la milice, et là, s'engager dans la Gestapo, c'est ce qu'il y a de plus élevé finalement dans la trahison de la nation française. Oui, absolument, et c'est là le paradoxe d'ailleurs. C'est là le paradoxe parce que ces Gestapistes, dans leur immense majorité, ce ne sont pas du tout des idéologues. On a parlé, vous avez parlé donc du parti de Jacques Doriot, on pourrait également parler du parti franquiste. Des gens de l'Action française. Voilà. Tandis que ces Français de la Gestapo, à Saint-Étienne, ça ne doit pas être vrai partout, mais à Saint-Étienne, ce ne sont pas des idéologues, en fait. Il y a une tentative... D'ailleurs, vous avez inventé un néologisme. Il y avait beaucoup de pognonistes, c'est-à-dire le pognon qui était le motif principal de leur engagement. Exactement. C'est pas moi qui l'ai inventé, le néologisme, en fait. C'est l'un des accusés de la sinistre bande... Bonny-Lafont, la Gestapo parisienne, qui, effectivement, à son procès, dit nous ne sommes ni communistes, nous ne sommes ni gaullistes, nous ne sommes ni pétinistes, nous sommes des pognonistes. Et j'ai beaucoup aimé ce terme. Ouais. Il s'applique vraiment... Oui, absolument. Au portrait, au pluriel que vous avez dressé voilà. Ils sont tous intéressés par l'argent, en fait. Avant tout. Alors, la Gestapo avait ouvert un site à Saint-Étienne, un siège. On peut être précis, quelle rue, quel endroit ? C'était le nouvel hôtel là, qui est en face de la gare de Saint-Étienne. Alors, j'en profite pour évoquer cette légende qui court que l'ancien restaurant Gagnère de la rue Richlandière aurait été le centre de la Gestapo stéphanoise. Il n'y a pas très longtemps, je regardais un reportage sur Saint-Étienne où un brave stéphanois nous disait ça, expliquait l'échec de Pierre Gagnère par ce site. Ce qui est totalement faux. La Gestapo s'est installée rue d'Enfer-Rochereau, nouvel hôtel. Puis au moment du bombardement, je pense qu'il y avait peut-être eu quelques carreaux cassés. Donc ils ont émigré dans un bel immeuble qui existe toujours, rue de la Convention. Alors, il y avait donc des Allemands, des Gestapistes qui sont venus, et quelle était la zone de compétence, on peut dire, de cette armée sur tout le département, parce que je crois qu'à Rouen, il y avait juste la Feld gendarmerie. Voilà. C'est encore quelque chose de relativement méconnu. Effectivement, l'antenne de la Gestapo qui était implantée à Saint-Étienne, qui dépendait de Lyon, bien entendu, avait pour compétence, on l'ignore, la Loire, et également l'Ardèche. Voilà, un autre département. Mais effectivement, alors, à Rouen, s'est installé
fin 43 une officine, la LAB, la Ligue anti-bolchevique, qui dépendait par contre, elle, de la Gestapo de Lyon. Alors, il y avait un peu une ambivalence, une double compétence. Alors, la Gestapo avait pas seulement des responsables allemands, elle a recruté des Français. Est-ce que c'était valable sur tout le territoire national ? Pas du tout une spécificité locale. Ah non, c'est pas une spécificité locale. Chaque armée d'occupation qui ne maîtrise pas la langue, qui ne maîtrise pas les coutumes, qui ne maîtrise pas les mœurs, a besoin de collabos, hein, en quelque sorte, et d'entraîner des gens à leur solde. Ça, c'est vrai partout ailleurs, mais c'est vrai également dans tous les pays, et c'est vrai encore actuellement, d'ailleurs, dès l'instant où il y a une occupation, il faut recruter des locaux. Est-ce qu'il y avait un portrait robot de ces gestapistes ? Il y avait des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Hein. Il y avait quelques femmes. On trouve même, alors ça c'est à Rouen, on trouve même parmi une femme qui a été vraiment radicale, l'ancienne épouse d'un directeur de cabinet du ministre du garde des Sceaux du Front populaire, hein, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais enfin, il faut bien dire que les hommes étaient majoritaires. On est à Saint-Chamond, quelqu'un qui est un petit peu méconnu, c'est Blanche Chauchois. Blanche Chauchois qui était professeure dans un établissement secondaire de Saint-Chamond et qui était assez proche de Klaus Barbie, puisque c'est Klaus Barbie lui-même, le grand Klaus Barbie, qui l'a recruté. Donc il n'y a pas de portrait robot du collaborationniste. Oh, il y a du collaborationniste, c'est très compliqué. Du gestapiste, il y a une réalité, celle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'argent, c'est le goût de la fête. Ces gens-là, parce qu'ils raquettent, hein, ils pillent leurs victimes, donc c'est assez rémunérateur. Victimes souvent juives qu'ils vont frapper. Notamment l'une de leurs cibles, d'ailleurs, souvent à l'insu des Allemands, c'était ces malheureux juifs qui avaient fui la zone libre, qui s'étaient réfugiés dans les communes périphériques, Dunière, Noiretable, etc. Et puis que nos gestapistes français venaient piller. Ils étaient partis avec tout leur argent, bien entendu, tout ce qu'ils avaient pu emporter, les pauvres, et bien on les dépouillait totalement. Leur présence allait au-delà du fait d'interpréter, de traduire pour ces Allemands les propos qu'ils avaient recueillis auprès de suspects, entre guillemets, hein, bien sûr. Exactement, beaucoup ont travaillé pour leur compte, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, pour leur compte, c'est-à-dire à l'insu des Allemands, à tel point d'ailleurs, et ça c'est méconnu, qu'à un moment les Allemands en ont eu un peu assez quand même, hein, ils se sont dit, bon, ils ont compris, donc ils en ont fait fusiller 5 et déporter 2. De leurs agents. Ils se vantaient la plupart du temps des pillages qu'ils avaient effectués. Ils étaient jeunes, donc effectivement, ça n'était un secret pour personne. Et puis il y avait surtout quand même les autorités françaises qui régulièrement se plaignaient, et notamment plus on avance dans le temps, hein, après le débarquement notamment, les autorités françaises signalent les pillages commis par ceux qui se prétendent de la Gestapo. Donc c'est pour ça que la Gestapo à un moment est obligée de réagir, elle en fait arrêter, elle a quand même fait fusiller 5 et déporter 2, quoi. Et les 2 qui ont été déportés sont morts en déportation. Hein. Alors la plupart étaient quand même plutôt des gens très jeunes, qui avaient aussi parfois milité dans les mouvements de jeunesse pro-nazis, pro-collaborateurs. C'était les plus nombreux, quoi. Ils étaient tous très très jeunes. Alors évidemment, il y a toujours une exception. Paul Poinat, il a un peu plus de 30 ans, c'est un ancien souteneur. Enfin bon, il a un passé judiciaire chargé. Les autres sont effectivement relativement, pas relativement, ils sont jeunes. Hein. Ils sont même très jeunes. Ils rappellent un petit peu Lacombe Lucien du fameux film que tout le monde a en tête. Par contre, non, comme on disait tout à l'heure, ce ne sont pas des militants. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, en fait, c'est l'argent et la protection que leur donne leur appartenance à la Gestapo vis-à-vis des autorités françaises, qui leur permet de faire absolument ce qu'ils veulent. Dès lors que, d'ailleurs, la police française, ils les connaissent, ils ne les interpellent même plus, ils ne leur demandent plus leurs papiers ni quoi que ce soit, ils sont connus. Donc ils peuvent agir en toute impunité. Alors on approche un petit peu de la fin de notre entretien. Est-ce que chez eux, il y a eu des gens qui ont osé être ce qu'on a appelé des résistants de la 25e heure ? Oh là, beaucoup.
Ah oui, bien beaucoup. Ah oui, d'accord. Beaucoup, dès l'instant où le débarquement le 6 juin a eu lieu, où on comprend petit à petit que les carottes sont cuites, passez-moi l'expression, hein, eh bien, ils vont... Comme les rats, ils vont quitter le navire et donc s'engager le plus possible dans la résistance, dans la libération de Paris. On trouve 3 collabos stéphanois. Dans la libération de Marseille, il y en a au moins qui est avec son brassard FFI et son fusil. Donc beaucoup, effectivement, vont essayer d'intégrer des mouvements de résistance. Mais ce ne sont pas des idéologues. Donc, bon, ma foi, ils vont essayer de sauver leur peau comme ça. Hein. Alors, dans votre livre, il y a une galerie de portraits au pluriel. S'il fallait retenir, par exemple, celui qui est le plus sordide, le plus lamentable, qui citeriez-vous rapidement? Oh là là là, la question. C'est difficile. Elle n'est pas très facile. Il y a un personnage abominable. C'est Louis Labouré. Il est intéressant parce que celui-ci va être le bénéficiaire collatéral d'un énorme scandale qui va éclater à la Libération à Saint-Étienne, qui lui évitera d'être fusillé, évidemment condamné à mort, mais très honnêtement, je pense que Louis Labouré, c'est vraiment quelqu'un d'assez abject. Enfin, les autres aussi, remarquez. Oui, parmi les abjects, le plus abject des abjects. On va conclure. Rappelez-nous, alors Roger Grattalou, rappelez-nous, vous êtes l'auteur, le titre du livre et le nom de l'éditeur. Et sans faire de publicité, où est-ce qu'on peut le trouver dans les librairies de Saint-Étienne? Le titre, c'est La Gestapo et ses collabos dans la Loire. Hein. Donc, c'est publié aux Actes Graphiques. Il est actuellement dans les librairies stéphanoises, peut-être d'ailleurs pas que stéphanoises, les grandes librairies de la région. Il n'est encore pas en ligne, malheureusement, on ne peut pas l'acheter en ligne, mais ça ne va pas tarder. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai lu avec beaucoup de passion cet ouvrage de 202 pages exactement. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui le tourne. Et je vous remercie. Alors, c'est intéressant, ouais.